l'accueil d'Ebola au Brésil, un Guinéen susceptible d'avoir contracté le virus a été mis sous quarantaine à Rio de Janeiro par précaution. Visite des installations du Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis par plusieurs personnalités africaines. Il s'agit de former le personnel de santé des 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique. Malala et Satyarthi ont reçu le prix Nobel de la paix 2014 pour leur détermination et leur courage, une distinction félicitée par les États-Unis. C'était là les principaux titres de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons cette édition par une information en bref. Le Brésil examinait vendredi un Guinéen susceptible d'avoir contracté Ebola qui a été mis sous quarantaine à Rio de Janeiro par précaution, bien que ne présentant plus de fièvre ni aucun autre symptôme associé à ce virus. Ce Guinéen de 47 ans, arrivé au Brésil le 19 septembre, a été transféré tôt vendredi matin dans un avion de l'armée de l'air brésilienne depuis l'État de Paraná jusqu'à Rio de Janeiro à l'Institut national des maladies infectieuses Evandro Chagas de la Fondation Osvaldo Cruz, suivant les protocoles de sécurité brésiliens. La situation est sous contrôle, a rassuré le ministre brésilien Arthur Chioro lors d'une conférence de presse à Brasilia. Le ministre a souligné que le patient ne présentait plus de fièvre et que les résultats des analyses confirmant ou non s'il s'agit du premier cas déclaré d'Ebola en Amérique latine serait connu dans un délai de 24 heures. Selon le ministre de la Santé, le patient a quitté la Guinée le 18 septembre et est arrivé au Brésil le lendemain. Le patient guinéen étant au 21e jour d'une possible contagion, le délai limite d'incubation du virus Ebola, il a été immédiatement interné par précaution dans une unité isolée de l'hôpital. Les locaux ont été désinfectés et les patients qui ont côtoyé cet homme ont été isolés. Toujours en ce qui concerne le virus Ebola, sachez que des essais cliniques d'un vaccin contre Ebola en cours de test aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont récemment débuté en Afrique. Précisément au Mali, a indiqué hier le ministre malien de la Santé, Ousmane Koné. Ces essais cliniques de vaccins contre Ebola se déroulent actuellement dans le centre de développement des vaccins à Bamako et sont supervisés par le Centre pour le développement de vaccins de l'École de médecine de l'Université du Maryland aux États-Unis. Notons qu'aucun vaccin ni traitement homologué n'existe contre le virus qui se transmet par contact direct avec des fluides corporels, d'où un très fort risque de contamination pour les soignants et les proches des malades. Toujours aux États-Unis, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis a enregistré la visite de ces installations par plusieurs personnalités africaines. Les représentants des 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola ont touché du doigt le travail qui s'y abat pour leur venir en aide. Suite à une réunion des dirigeants de plusieurs pays à Washington pour coordonner la réponse internationale à l'épidémie du virus Ebola, les ambassadeurs du Libéria, de Sierra Leone et de la Guinée ont visité la cellule de crise d'où est gérée la réponse américaine à Ebola. En août, nous sommes passés au niveau 1 d'alerte, ce qui veut dire que nous pouvons désormais mobiliser du personnel de toute notre agence pour nous aider dans cette crise. Les gens que vous voyez au travail ici viennent de tout le CDC et ils travaillent sur la logistique, sur l'analyse, sur la surveillance et le soutien des 130 personnes que nous avons et qui sont en train de combattre Ebola en ce moment. Quand un État a une question pour savoir si oui ou non il faut tester un patient ou si une personne a n'importe quelle question, ils peuvent toujours appeler ici. Les gens qui répondent au téléphone ici sont présents tous les jours, 24 heures sur 24. Ils savent si quelqu'un doit aller à l'hôpital et ils savent quoi faire quand un hôpital appelle en se demandant s'ils ont un patient atteint d'Ebola. Aux États-Unis toujours, on note un début de la formation du personnel de santé devant bientôt s'envoler vers l'Afrique de l'Ouest pour participer à la lutte contre Ebola. Les autorités sanitaires américaines se consacrent à cette tâche. Avec Ebola, il faut contrôler l'infection et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur les activités pratiques comme derrière moi. Tous les jours, les élèves mettent des équipements protecteurs. Ils stimulent le traitement d'un malade au quotidien
et ils apprennent à retirer leur équipement protecteur. Nous travaillons à déterminer la source de contact et à vérifier si tous les protocoles ont été respectés strictement. J'ai confiance dans la formation que nous recevons ici pour nous préparer à ce que nous allons faire sur place quand on traite les patients et nous serons entièrement protégés. Une réunion européenne est prévue le 17 octobre pour discuter d'un éventuel renforcement des contrôles aux frontières de l'Union européenne. Sur le terrain en Guinée, le centre de traitement de Médecins sans frontières était proche jeudi de la saturation après une nouvelle flambée de cas dans le pays. Le mouvement du 23 mars, communément appelé le M23, rejette en bloc le contenu du dernier rapport de l'ONU à son encontre. L'ex-rébellion congolaise, défaite il y a près d'un an dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est dite scandalisée par les accusations de graves exactions contenues dans le dit rapport. Elle exige plus d'équité. Image et son. Le M23 carrément dans de beaux draps. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a rendu public cette semaine un rapport accablant accusant des membres du mouvement du 23 mars d'avoir tué, violé, voire torturé plusieurs centaines de personnes entre avril 2012 et novembre 2013. Le rapport estime en outre que le nombre total de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Ces quelques lignes et bien d'autres, notamment celles faisant mention de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de poursuites judiciaires, ont au fait de pousser le président en exil de la branche politique de l'ex-rébellion, Bertrand Bisimwa, à rompre le silence. Il dénonce un rapport fondé sur des propos recueillis et non sur des faits observés ou établis et réitère sa demande d'une enquête indépendante dans les zones que le M23 a administrées dans la province du Nord Kivu. Bertrand Bisimwa accuse par ailleurs les auteurs du rapport de manipulation et de partialité, leur reprochant de se taire sur la responsabilité engagée de l'armée congolaise et de la MONUSCO dans des massacres de centaines de civils au cours d'offensives conjointes contre le M23. La rébellion du M23 est partie en avril 2012 d'une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise et a été vaincue début novembre 2013 après avoir érigé un quasi-État dans les zones du Sud et du Nord Kivu sous son contrôle. Conformément à ses engagements pris à la fin du conflit pour accélérer la réconciliation nationale, la RDC a adopté en février une loi d'amnistie couvrant les faits de guerre et d'insurrection commis entre début 2006 et fin 2013. Par cette amnistie, la RDC a en principe les mains liées pour enclencher un certain nombre de poursuites. Pour autant, le M23 n'est pas complètement sorti de l'auberge. Bertrand Bisimwa et les siens restent alors sur leur garde. Le Nobel de la paix 2014 a été attribué ce vendredi à la Pakistanaise Malala, rescapée des balles des talibans, et à l'Indien Kailash Satyarthi, un prix que les deux lauréats disent vouloir utiliser pour désamorcer les tensions entre leurs États respectifs. Reportage. Malala Yousafzai a annoncé qu'elle était convenue avec Kailash Satyarthi d'inviter à la cérémonie de remise du Nobel le 10 décembre à Oslo les chefs de gouvernement des deux pays puissances nucléaires rivales qui ont échangé des tirs meurtriers cette semaine dans la région disputée du Cachemire. Malala s'est dite fière d'être la première pakistanaise et la première jeune femme à recevoir le Nobel de la paix qui lui a été attribué conjointement avec Satyarthi pour leur combat contre l'exploitation des enfants et en faveur de la scolarisation. De loin la plus jeune lauréate de l'histoire du Nobel, du haut de ses 17 ans, l'icône mondiale du droit des filles était en classe de chimie quand le choix du comité Nobel norvégien lui est parvenu, mais elle dit avoir tenu à assister au reste des cours avant de commenter son prix. Moins connu du grand public et nettement plus âgé, 60 ans, Kailash Satyarthi, ingénieur de formation, porte secours aux enfants et aux femmes réduits à l'état d'esclaves dans les usines indiennes où ils travaillent dans des conditions atroces. Kailash Satyarthi, qui partagera les 8 millions de couronnes suédoises, environ 873 000 € du Nobel avec Malala, a participé à la création de plusieurs mouvements de défense de l'enfance et de la scolarisation. Son organisation dénommée Mouvement pour sauver l'enfance se targue d'avoir libéré près de 80 000 enfants travailleurs. Le président français François Hollande a salué l'engagement remarquable des deux lauréats et la chancelière allemande Angela Merkel a parlé d'un bonjour pour les enfants du monde.
Il faut dire que l'attribution du prix Nobel de la paix vendredi à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai, rescapée des balles des talibans, et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur combat contre l'exploitation des enfants et pour leur droit à l'éducation a été unanimement saluée comme un jour faste pour les enfants. Nous nous joignons au Premier ministre Nawaz Sharif, Narendra Modi et le peuple pakistanais et indien pour fêter la réussite de ces deux figures mondiales lauréates du prix Nobel de la paix aujourd'hui. Tout ce qui conduit à plus de compréhension et de dialogue est une bonne chose, a déclaré Mary Harf, la porte-parole du département d'État américain. Par ailleurs, Barack Obama a salué la passion et la détermination de l'adolescente pakistanaise. À juste 17 ans, Malala a inspiré les gens à travers le monde entier, souligne le président américain. En attribuant le prix Nobel de la paix à Malala et à Kailash, le comité Nobel a rappelé l'urgente nécessité de protéger les droits et les libertés de tous les jeunes. Malala et Kailash ont résisté face aux menaces et aux intimidations, risquant leur vie pour en sauver d'autres. La page sport de cette édition, l'équipe de football de la Côte d'Ivoire, elle, se prépare à affronter celle de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Actuellement troisième du groupe D derrière la Cameroun et la RD Congo, les éléphants n'ont plus droit à l'erreur. Je vous propose un extrait des déclarations faites par le sélectionneur et le capitaine de l'équipe à quelques heures de la rencontre. Parfois, ça fait du bien de recevoir une bonne gifle. Ça permet de revenir à la réalité, de revenir à des choses simples. En football, il faut toujours faire preuve d'humilité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de 2006 jusqu'à 2012, c'est plus la même équipe. Donc, il faut que tout le monde se mette ça bien dans la tête. Et après, avec du travail, on arrivera à redevenir une belle équipe. Là, si on peut dire plus ou moins un peu de au mieux, on est obligé de gagner. Voilà, on est obligé de gagner les deux matchs. Ou soit si on fait une défaite, on est obligé de gagner les 3 matchs qui viennent. Je crois que c'est un peu difficile, mais bon, c'est pourquoi on aime le sport, c'est pourquoi on aime le football. C'est-à-dire le challenge, le plus important, c'est de se qualifier. L'hôpital franco-espagnol de Cerdagne est une première en Europe. Situé en Catalogne, mais à 2 km de la frontière, la nouvelle structure accueille des patients français et espagnols. Reportage. Au service maternité, Mathilde, une jeune infirmière française, peut compter sur sa collègue espagnole pour se faire comprendre. À l'hôpital de Cerdagne, pas de barrière de la langue, le personnel parle français, espagnol et catalan. Au service informatique, c'est des Espagnols et que je ne parle pas encore couramment espagnol. Du coup, ça m'a aidé à traduire. L'établissement est situé à Puigcerdà en Catalogne, à 1200 mètres d'altitude. En face, à moins de 2 km, c'est la France. Une première en Europe, cet hôpital est autant français qu'espagnol. Dans cette chambre, la mère du petit Alonso inaugure le service maternité. C'est le premier bébé espagnol à y avoir vu le jour. Ils m'ont très bien soigné. Cela a été simple et rapide. J'ai subi une césarienne, mais très bien. Nous sommes contents. Cet établissement flambant neuf, ouvert depuis la mi-septembre, a coûté 31 millions d'euros, financé à plus de 50% par l'Europe. Il existait déjà un hôpital à Puigcerdà, mais pour les opérations lourdes, Français et Espagnols devaient effectuer plus de 2 heures de route pour allier Perpignan ou Barcelone. Aujourd'hui, l'hôpital veut offrir le meilleur des soins des deux pays et les administrations ont dû s'adapter. Il faut penser que le patient français vient avec sa carte vitale et sa carte de mutuelle. Le patient catalan, par exemple, vient avec sa carte sanitaire. Mais il faut qu'ici, ils puissent venir les deux avec 2 objets différents, 2 cartes différentes, mais que nous puissions reconnaître les deux. Aujourd'hui, les employés, catalans pour la plupart, proviennent de l'ancien hôpital. Mais la direction recrute des Français dans tous les corps de métier. Entouré par les Pyrénées et à proximité de 13 stations de ski, l'hôpital de Cerdagne ambitionne de devenir un établissement de référence dans la médecine des sports de montagne. Voilà qui met un thème à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention et très bonne suite de programmes sur SICA.